Bonjour à toutes et à tous, actuellement on est en live pour parler de la toute nouvelle V-Raptor, donc bienvenue dans la rediffusion. Alors pourquoi j'ai acheté cette caméra? C'est parce que jusque là en fait j'avais principalement des GH5, d'ailleurs j'en ai un juste là, hop, j'en ai même plusieurs juste là, c'est le GH5C, voilà je les ai numérotés, c'est toujours plus pratique. On filme avec pas mal de caméras, avec les années en fait on a pas mal évolué. Et on s'était plutôt retranché vers les GH5, donc on en a acheté 5, parce qu'on trouve que c'est vraiment les appareils les plus polyvalents qu'on puisse trouver, parce qu'ils sont à la fois pas trop chers, ils sont à la fois très légers. Il y a des super optiques qui vont avec. Et bref, du coup, avec le temps, on s'est recentré sur les GH5, on en a acheté pas mal, on les a très bien équipés. Là, ces derniers temps, en fait, on voulait vraiment se recentrer vers ce qu'on aimait faire à la base, donc ça veut dire la publicité, les clips de musique, la fiction, ce genre de choses. Et le problème, c'est que ça, c'est pas du tout adapté. J'en ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, donc Hugo Press, la chaîne YouTube principale. En fait, on s'est vite rendu compte que les GH5, la qualité d'image est bien, vraiment, elle nous plaît toujours la qualité d'image. Et pour être honnête, elle est largement comparable à d'appareils modèles, beaucoup d'appareils modernes, même certains qui sont beaucoup plus chers. Mais par contre, en termes d'ergonomie, on est obligé de leur mettre des cages, plein d'écrans, plein d'accessoires, en fait, pour pouvoir les utiliser comme une caméra normale. En fait, dès qu'on veut l'équiper, ça devient une galère au niveau des GH5. C'est pour ça que on voulait acheter une caméra plus haut de gamme. Alors, j'ai fait pareil une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique pourquoi on a commandé la Red V-Raptor, donc je vais pas vous la spoiler, vous pourrez aller la voir si ça vous intéresse. Euh, mais bref, entre-temps, j'ai reçu la caméra. Donc ça c'est très cool. Donc on peut la voir là. Alors déjà on peut voir qu'elle est hyper dense, hein. Enfin on se rend pas compte, je connais pas le poids de tête, mais enfin, par rapport à la taille qu'elle fait, c'est vraiment un beau bébé. Ça c'est le premier truc qu'on peut voir. Deuxième truc assez intéressant, c'est la taille du capteur. Alors vous n'allez pas vous rendre compte, mais c'est un énorme capteur. C'est vraiment, je crois que c'est le plus grand capteur que j'ai vu de ma vie, en fait, pour être précis. Euh, c'est plus grand qu'un capteur plein format d'appareil photo. Parce qu'en fait, il fait à peu près la même hauteur, mais en fait, il est plus large. Ce qui fait qu'on on vignette sur les objectifs. Par exemple, alors j'ai pas encore reçu mes objectifs, d'accord, pour aller avec la caméra. Donc j'ai piqué un 24-105 RF f4 donc à ma femme et il vignette l'objectif. Genre quand je suis en plein capteur, et ben, je vois les angles, les contours de l'objectif. Donc c'est vraiment un très grand capteur, il faudra vraiment se méfier. Et notamment, je vous en parlerai parce que certains des objectifs que j'ai commandés vont vignetter là-dessus. Voilà, donc j'en parlerai plus tard quand j'aurai fait des tests plus approfondis. Qu'est-ce qu'on peut voir sur la caméra? Alors déjà sur la face avant, il y a énormément de vis. Ça c'est génial, c'est hyper pratique. Pas mal de vis. On a la caméra est inversée. On a hop ici un petit bouton rec. On a un truc très classique chez Red qui est cette barre ici, hop, qui va en fait resserrer les objectifs parce que regardez de base, il y a un petit jeu, vous voyez, entre la caméra et l'optique. Alors là c'est pas un objectif, mais enfin, ça marche pareil. Et hop, quand je serre ça, hop, il n'y a plus de jeu. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui sont assez plaisants. Sur le dessus, il n'y a pas grand chose à part une aération et des pas de vis. Voilà, il y a aussi une petite connectique pour l'écran. Ça, c'est très très cool. L'écran, normalement, je le reçois demain ou en ces prochains jours en tout cas. Donc voilà, donc on va pouvoir mettre l'écran, ça c'est cool. Qui communique directement pour pouvoir régler la caméra et ce genre de choses parce qu'il y a un autre petit écran dont on parlera après qui n'est pas pratique du tout, en tout cas quand on filme seul. Voilà, donc le dessus, pas grand chose à dire. Le côté, pareil, pas grand chose à dire. C'est principalement, pareil, toujours des pas de vis un peu partout. Principalement une aération et il y a accès aux médias, hop, qui sont protégés. Alors là, j'en ai pas ici. Je peux aller vous en chercher. Hop, j'en ai juste là. Hop, hop, voilà. Donc les médias, ils sont sous cette forme-là, hein. C'est des tout petits médias. Hop, qui sont assez chiants à ouvrir. Hop. Donc c'est des médias qui sont sous cette forme-là. Donc voilà, là j'ai pris les plus petits modèles, hein, c'est des 660 Go. Pour l'instant j'en ai pris deux. Ça me fait 2 fois 660 Go, donc ça va me faire 1 Tera 4 ou un truc comme ça. À voir si sur un tournage c'est suffisant ou pas, sinon j'en rachèterai. Mais déjà on va faire quelques tests avec ça avant. Donc voilà, des tout petits médias qu'on met hop, directement à l'intérieur, hein. Alors vraiment
très efficaces, donc ils sont bien protégés et tout. Enfin, franchement, pas mal. L'arrière, monture V-Lock, donc ça c'est trop cool, directement intégré. Donc hop, petite batterie qu'on peut clipser. Que j'ai pas. Pourquoi je se clipse pas? Non, je l'ai pas mise à l'envers pourtant. Bah alors. Ah oui, d'accord, c'est juste qu'il fallait forcer un peu plus. Donc, batterie V-Lock directement intégrée, ça c'est très très cool. Là, il y a pas mal de connectiques, donc petite antenne Wi-Fi. Voilà, ça très pratique. On peut se connecter sur un smartphone, avoir le retour caméra et régler la caméra sur un smartphone, c'est très cool. L'USB-C, je ne sais pas exactement à quoi il sert, parce que je ne l'ai pas utilisé pour l'instant, et je vous avoue, je ne me suis pas plus renseigné que ça. Attends, j'ai mon téléphone perso qui sonne, j'ai oublié de le couper, c'est mon frère, et ben, je le rappellerai plus tard. Hop. Du coup, là, j'ai deux prises SDI, donc c'est des connectiques professionnels qui sont plutôt cool. Ça permet de balancer de l'image en 4K hyper propre, donc ça c'est vraiment cool. Ce qui fait, et c'est une des grosses raisons pour lesquelles cette caméra nous a intéressés, c'est parce que ça permet d'envoyer une image directement par les connectiques qui est forcément accrochée à la caméra. Ça permet de renvoyer également deux images différentes avec des réglages différents, parce que toutes les sorties sont réglables indépendamment les unes des autres. Ce qui permet d'avoir certaines sorties, je sais pas, avec une lutte, d'autres avec les outils, d'autres avec certains outils. Enfin, tout est ultra paramétrable, donc pour travailler en équipe, ça c'est un très très gros point fort. Et on peut renvoyer une autre image encore en Wi-Fi, donc vraiment on peut envoyer 4 images différentes. Ça c'est vraiment très cool. Voilà, ensuite la prise audio qui est pas très pratique. En gros, ça permet avec un petit adaptateur de mettre 2 XLR dessus. Enfin, c'est pas idéal. Prise casque. Et après, c'est plus des alimentations, ce genre de choses. Bref, au niveau connectique, on est quand même pas mal, sachant que il y a des accessoires qui permettent de encore multiplier la connectique. Donc ça, c'est très très cool. Voilà, le côté, c'est l'endroit où il y a le plus de trucs. Toujours des pas de vis. Et tous les accès au menu, donc ça je vous montrerai ça plus tard, qui sont vraiment vraiment pas ouf. Et un autre bouton rec. Voilà, et le bouton on-off qui est hop, juste ici. Et en dessous, on a trois pas de vis de différentes tailles, en fait, qui sont surtout pensés pour être utilisés avec les accessoires RAID. Alors c'est compatible avec tout, hein, mais en fait, il y a des accessoires vendus avec trois vis pour bien l'accrocher et tout ça. Je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu, donc on verra en temps voulu. Voilà, c'est les principales choses que j'ai à dire sur juste le physique en lui-même. Ensuite, on va pouvoir démarrer la caméra, donc il y a un petit bouton là. Je vous le mets à côté du micro pour que vous entendez parce qu'elle fait quand même un peu de bruit. Hop. Ouais, je ne sais pas si vous entendez bien. Donc elle fait pas mal de bruit au démarrage et après elle se stabilise comme ça. Ça fait pas beaucoup de bruit mais ça en fait quand même. Alors elle met 1000 ans à démarrer, hein. Alors là j'ai installé la version bêta des logiciels, c'est parce que je voulais tester des trucs, mais il y a une version stable, là j'ai installé la version bêta. Alors voilà, elle met beaucoup de temps à démarrer, hein. C'est vraiment... c'est une raid, hein. Elle n'est pas là pour être précise. Voilà, là elle est prête à démarrer. Donc vous avez vu, ça a peut-être mis une petite minute. Salut, salut, bienvenue. Bienvenue. Raynor, je sais pas comment ça se prononce, mais bienvenue. Voilà, donc ça se présente comme ça le menu. Alors après, j'ai pas encore reçu l'écran. Comme je disais, normalement, Raynor. Bon, écoute, bienvenue. L'écran, je le reçois demain. Mais en attendant, on peut quand même régler la caméra par rapport à ça. Donc ça, on ira dessus tout à l'heure. Plusieurs infos qui sont assez intéressantes. La caméra est relativement silencieuse pour une RAID. Elle fait quand même du bruit, hein. Ouais, je sais pas si vous entendez, mais elle fait quand même du bruit. Mais pour une RAID, ça va. Je n'ai pas encore fait de longue captation avec, parce que là, les cartes mémoire permettent d'enregistrer 1h07 en 8K. Donc, j'ai jamais fait tourner la caméra 1h07 encore, donc je ne sais pas si elle surchauffe, si elle a des soucis. Et puis en plus, en ce moment, il fait assez froid. Donc, les quelques tournages tests que j'ai fait, il faisait froid, donc elle a jamais surchauffé. Mais j'attends de voir parce que je sais que, par exemple, sur la Monstro, donc la génération précédente des caméras grand capteur, je connais des gens qui ont eu des soucis pendant des captations, genre notamment sur des champs contre champs, où ils laissaient tourner la caméra très longtemps. En fait, les ventilos faisaient de plus en plus de bruit et du coup rendaient la captation audio impossible. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que Red avait sorti des corps caméra beaucoup plus grands, donc il y avait des versions avec des grands corps caméra.
Là, c'est le petit modèle. J'ai pris ce modèle-là parce que moi, j'aime pas les grosses caméras. Et pour mon utilisation, j'ai quand même assez peu besoin de faire de grosses captations de son sur des longues périodes. Donc moi, ce serait plutôt pour de la pub, ce genre de choses. Donc le son est fait en séparé. Mais bon, on verra. Ça, pour l'instant, j'ai pas de réponse. Là, dans tout ce que j'ai fait avec, pour l'instant, elle fait pas trop de bruit. Quel écran as-tu commandé, le Small HD ou l'écran natif Red? Eh ben, c'est l'écran natif Red, mais qui est fait en partenariat avec Small HD. En gros, c'est un écran Small HD, c'est un des plus hauts de gamme Small HD qui a été réadapté un peu pour la Red, notamment en la rendant compatible directement avec ce connecteur-là, ce qui fait qu'il n'y aura pas de câble entre les deux. Donc, c'est l'écran qui est avec, hein, c'est vraiment l'écran officiel Red, mais qui est conçu par Small HD. C'est un enfer cette caméra qui bouge. Voilà, donc ça c'est les premières infos. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer la caméra de place pour vous montrer un petit peu les réglages. Ça peut être plutôt intéressant. Alors évidemment, j'ai rien préparé, donc ça va être tout pourri. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Hop. Alors, voilà, heureusement j'ai gardé la longueur du câble. Et normalement, là, ça devrait le faire. Juste faut que le focus il fasse un effort. Ça va, on m'entend toujours bien, on voit toujours. Allez, focus là, allez. Il faut qu'il y ait un effort le focus. Et Coco? Si je m'approche encore plus, tu comprends qu'il faut faire la mise au point? Allez. En fait, il essaye même pas. Pourquoi t'essayes pas de faire la mise au point? Ça, c'est pas marrant ça. Non mais c'est un enfer. Alors attendez, je vais mettre peut-être la lumière de mon iPhone en plus. Putain, peut-être que c'était pas ma priorité en fait d'acheter une RED. Peut-être que j'aurais dû déjà acheter une webcam fonctionnelle. Il essaye même pas. C'est un... Salut Augustin, comment ça va? C'est un enfer. Pourquoi cette saloperie veut pas faire la mise au point alors qu'elle le fait? Allez, tu vas y arriver. Allez. Oh la merveille. Ouais, on s'est fait un petit kiff. Ça commence, c'est un peu net. Bon, je suis désolé, ça pourra pas être mieux que ça. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais peut-être. Regardez, on va mettre un petit projo en plus. Je suis en train de faire un bricolage, vous n'imaginez même pas. On va faire ça. Faut pas que j'ai de reflet. Vous allez voir. Bah non, je vais pas acheter une cage parce que regardez, il y a des vis partout. J'ai pas besoin d'acheter de cage. Et ça, c'est trop bien. Voilà. Bon, regardez, on va faire comme ça. Et on va dire que c'est bien. Hein. Alors, là, déjà, comme information, elle commence déjà à chauffer. L'air qui sort au-dessus commence déjà à être chaud. Alors que vous voyez, j'ai même pas d'optique, j'ai rien. C'est vraiment le truc classique. Comment je peux faire pour que vous voyez un peu mieux? Regardez, on va faire ça. Oh, je suis désolé, c'est pourri. Oh, j'ai un peu honte là, je vous avoue. C'était pas censé être aussi pourri que ça. Hein. Dans ma tête, c'était mieux, je vous jure. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour baisser l'expo? Je sais ce que je vais faire. Je vais baisser l'intensité des menus, comme ça va moins vous gêner. Et après, comme ça, on regarde les menus ensemble. Hop. Alors, monitoring. Hop. Est-ce que c'est dans ce menu-là? Non. Paramètres système, ça va être là. Luminosité du LCD. Voilà, c'est ça. Et on va le baisser de ouf. Voilà, comme ça pour vous c'est plus cramé et du coup ça va être beaucoup plus lisible et ça c'est cool. Alors, donc les menus. Donc en fait ça c'est le menu qui est tout le temps, tout le temps affiché. Donc même quand je mettrai l'écran par-dessus, on aura toujours accès à là. Donc pour un deuxième assistant caméra, ça sera très très bien. On a les réglages principaux qui sont directement accessibles ici avec des boutons. Par exemple, si je veux changer les FPS, hop, je clique là-dessus et j'ai accès au menu FPS. Voilà, c'est pas idéal. Hein. Moi, j'ai fait quelques tests là, n'ayant pas reçu l'écran tactile. C'est un peu un enfer, on va pas se le cacher, parce que dès que j'ai fini, il faut que je tourne la caméra sur le côté pour voir, c'est une galère. Alors, comment ça marche? Là, vous avez les informations principales. Donc, par exemple, là, on voit que je suis en 8K avec un format de 2,4 sur 1.
en R3D, donc le format RAID, en low qualité, donc sachant que le low qualité est déjà d'une très 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 bonne qualité. À part si on fait du très gros étalonnage, en fait, la différence se voit même pas. Et là, je suis en 25 images secondes. Donc par exemple, en 8K, je peux monter jusqu'à 150 fps. Voilà, donc plutôt cool, hein, ça fait toujours plaisir. Euh, j'ai fait des tests de slow-mo, vraiment, elle est hyper cool. Il y a même des modes un peu bizarres où on peut monter à 1000 images secondes, donc c'est vraiment très très cool. Ensuite, les ISO, donc pareil, réglage des ISO classiques, sachant que les ISO sont remodifiables en post-production avec le format R3D, donc ça c'est très cool. J'ai fait des tests, elle accepte 12800 ISO, mais pour être honnête, attendez, c'était devenu net et c'est plus net. Quel enfer quel enfer. Euh, Ah, la mise au point, elle est complètement perdue, quoi. C'est terrible. Je vais essayer d'améliorer ça. Je suis désolé, mais j'aime pas du tout le rendu que ça a. Et c'est vraiment con parce que c'est juste une histoire de mise au point foireuse, quoi. Mais là, avec plus de lumière et tout, il est pas plus apte. Ouais, c'est ça que je trouve fou. C'est que. En fait, elle pompe pas, elle dit non, là c'est bon, je suis net. Ah, très compliqué. Bon, du coup, on va être comme ça. Du coup, ouais, j'ai fait des tests, on peut monter jusqu'à 4000 ISO, ça reste exploitable à 4000 ISO, ce qui est un exploit pour une RAID, hein, pour ceux qui en ont déjà utilisé. Normalement, une RAID au-dessus de 800 ISO, bah, c'est de la merde, voilà, pour être vraiment très précis. Là, vraiment, on peut monter à 4000 ISO, c'est assez impressionnant, sachant que jusqu'à 2000 ISO, c'est vraiment hyper propre. Sachant que pour l'instant, je reste à 800 ISO. Je ne sais pas encore quelle est la valeur nominale. Donc pour l'instant, je reste à 800 ISO de base. L'obturateur qu'on peut régler soit en degrés, soit en temps, en secondes. Donc là, moi, je vais rester en degrés parce que avec les gens avec qui je travaille, vu qu'on utilise on utilise ce genre de caméra pour travailler principalement sur des grosses équipes, donc c'est beaucoup plus pratique de rester en degrés. Voilà, ensuite température de couleur, voilà, très classique, ça, il n'y a pas de changement majeur. Là où ça va devenir intéressant, donc là il y a le mode de lecture pour regarder les rushs, donc ça, bon, pas très intéressant. Ensuite les réglages du moniteur, donc comme on peut voir, on peut régler le LCD supérieur, donc ça veut dire l'écran qui sera connecté directement sur le dessus. On peut gérer indépendamment les SDI 1 et 2, donc on peut choisir le nombre d'images par seconde, quelle est la résolution, si on met des luttes, si on est en HDR, en SDR, si on met les guides, les outils, enfin voilà, il y a beaucoup de réglages qu'on peut choisir pour chaque sortie séparément, donc ça c'est vraiment génial. Outils stream, alors live stream j'ai pas du tout regardé parce que ça ne m'intéresse pas, je vais pas faire de live avec la RAID, c'est vraiment trop galère. Pareil, il y a tous les outils, donc là c'est pas très intéressant, c'est assez classique. Tous les outils qu'on a habituellement chez Red. Pareil, des guides, enfin voilà, c'est vraiment très complet. Euh, et ensuite, médias, donc c'est pour avoir accès tout simplement à la carte compact flash. Enfin, c'est les CF. Je sais plus comment elles s'appellent celles-là, mais c'est des cartes qui valent beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc voilà, on peut les formater, tout ça, il y a tout un tas de réglages possibles. On a reperdu le focus, quel enfer. Et le truc le plus intéressant, c'est les réglages du projet. Donc on choisit pour commencer le format. Allez, reviens s'il te plaît, mise au point. Hop, j'essaye de tout cacher là. Je fais comme les influenceurs beauté, vous savez, les influenceurs produits qui essayent de faire la mise au point. Bah, je comprends pourquoi ils font comme ça. Allez. Mais en fait, je suis sûr parce qu'il y a du net derrière là et du coup, il aime pas. Si je cache le net. Bon, écoute, on verra. Alors, là, il y a énormément de choix de formats. Notamment, on peut faire donc de la 8K. Alors VV, ça veut dire Vista Vision. En fait, en gros, on est en plein capteur, donc avec le grand capteur. Donc hop, on a pas mal de choix. Donc sachant que c'est un capteur 17 neuvième, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un format qui est un peu plus écrasé que le 16 neuvième. Il y a du 2 sur 1 comme sur Netflix, du 2,4 sur 1 qui est un format assez allongé que moi j'aime beaucoup et qui est souvent le mode qui permet d'avoir les plus gros framerates, du 16 neuvième et du 1 sur 1. Donc globalement ça c'est les formats qu'on va retrouver dans tous les modes.
Ensuite de l'anamorphique, donc ça pareil, classique. Là où ça va devenir intéressant, c'est que ils ont adapté leur résolution à des tailles de capteurs, et plus on va baisser en résolution, plus en fait on va reprendre que le centre du capteur petit à petit. Et en fait ils ont réglé leur résolution pour que ça tombe à peu près sur des tailles de capteurs. Donc 8K c'est le plein format, donc c'est les grands capteurs. 6K on passe en Super 35, donc les caméras classiques. Ensuite, alors 4K, ils ne le disent pas, mais 4K, c'est micro 4 tiers, donc la même taille de capteur que les GH5. Ensuite, 3K Super 16, et ensuite, il y a des formats un peu plus perdus. Alors, regardez toutes les résolutions formats que vous pouvez retrouver, sachant que chaque format a son propre framerate, jusqu'à l'endroit où on a le plus de slow motion, qui sera la 4K 8/1, donc là c'est quasiment inexploitable, mais on peut monter à 1000 images secondes. Et le plus gros slow motion utilisable, c'est 2K 2,4/1, où on peut monter à 600 fps. Hop, donc on peut voir ça ici, hop, à 600 images secondes, donc ce qui est plutôt cool. Sachant qu'on peut choisir donc le nombre d'images par seconde enregistrées, mais on peut aussi choisir le nombre d'images secondes du projet. Qui est plutôt intéressant. Parce que si notre projet final sera en 25 images secondes, ça le mettra directement en slow motion, mais on peut choisir différents bases de projet, donc c'est vraiment très cool. Ensuite, on choisit le format, donc entre R3D, donc du RAW compressé, et du ProRes. Donc le ProRes, c'est le format d'Apple qui est un des meilleurs formats du moment, mais qui n'est pas remodifiable, hein. C'est le ProRes, une fois que si on s'est planté sur le tournage, on s'est planté, mais qui est assez intéressant parce que le ProRes, hop, oui, il faut redémarrer la caméra, on redémarre. En fait, ce qui est très intéressant avec le ProRes, c'est que normalement, si on veut filmer en 4K, on est obligé que de prendre le centre du capteur, alors que si on filme en ProRes, on peut filmer en 8K et reconvertir cette 8K plein capteur en 4K. Alors c'est un peu complexe, mais c'est vraiment très utile. Donc c'est pour ça que je vais vous le montrer rapidement. Hop. Donc warning bêta, c'est parce que j'ai installé la bêta pour avoir le ProRes, parce que le ProRes n'est pas encore compatible avec la version classique, enfin avec la version pas bêta, quoi. Enfin, j'ai oublié comment on appelle ça, mais la version de production des logiciels. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on est passé en Apple ProRes 422 HQ. Et du coup, si on va en média, on va avoir des nouvelles informations assez intéressantes. Donc là, je vais me remettre en 8K pour être en plein capteur, par exemple. J'ai envie d'être en 8K 17 neuvième. Hop. Donc là, je vais me mettre à... Ah, c'est marrant, on est... Ah non, 120, non, c'est bon. Je vais me remettre à 25 images secondes. Et vu que je suis en ProRes, je vais avoir des options, notamment la résolution du ProRes. Donc en gros, la caméra va bien enregistrer en 8K à 25 images secondes, mais va être recompressée en second temps en 4K, ce qui permet de filmer en 4K en plein capteur. Donc ça, pour des productions un peu plus légères, ça peut être vraiment très utile. Ensuite, on a le type de ProRes qui nous intéresse, donc entre LT, alors LT qui a une qualité vraiment mauvaise, hein, 422 qui commence à être correct, 422 HQ qui est sûrement la qualité que moi j'utiliserai le plus quand je filmerai en ProRes, et ensuite des très 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 gros ProRes, mais moi je trouve que de filmer en ProRes en aussi haute qualité, autant filmer en RAW, que je trouve plus intéressante. Hop. Et ensuite, profil de couleur, il y a plein de petits pré-réglages. Voilà. Et là, par exemple, quand on fait en ProRes 4K, du coup, on peut enregistrer, comme vous pouvez le voir, 1h45 sur les cartes. Donc, ce qui nous permet de gagner quand même pas mal de place, sachant que c'est des cartes de 660 Go. Sachant que, et là on va un peu rigoler, on va se remettre en R3D parce que c'est probablement le format qui va être le plus utilisé. Il faut redémarrer la caméra. Hop, on va attendre tranquillement. On va regarder un petit peu les temps d'enregistrement sur 660 Go. Ça va être assez marrant. Hop, je vérifie que tout a l'air toujours bien. Le live a l'air de fonctionner dans cette nouvelle config. Donc ça c'est cool parce que si cette config marche bien, je pourrais faire des lives beaucoup plus souvent et beaucoup plus facilement. Donc ça c'est très chouette.
vous voyez, c'est quand même des caméras qui sont très lentes à démarrer, donc c'est pas du tout des caméras run and gun, hein, c'est vraiment des caméras qui prennent leur temps. Voilà, et une fois qu'elles sont allumées, on ne les éteint pas. Voilà. Hop. Là, ça va faire je dirais une vingtaine de minutes qu'elle est allumée la caméra. Et on va regarder le niveau de batterie, parce que vous allez voir, ça fond assez vite. Donc le niveau de batterie, hop, on est à 92%. Donc en 20 minutes sans rien rec, on a perdu quand même 10% de batterie. Donc c'est des caméras, quand on filme, la batterie baisse très très vite. À la base, j'en avais acheté que 2 des batteries. Là, j'en ai recommandé 2 de plus parce que clairement, ça allait pas suffire. Et on va voir à 4 si on arrive à faire des journées de tournage clean ou pas. Oui, on allait voir. Donc là déjà on est passé en 8K 25 images secondes, donc le format classique plein format qui va sûrement être le format le plus utilisé. On peut filmer 53 minutes seulement. Ah oui, bah oui, 53 minutes, c'est ça. Donc voilà, 660 gigas l'heure, c'est quand même beaucoup. Sachant que si on veut s'amuser un peu et qu'on passe en 8K à 120 images secondes, donc le maximum d'images par seconde qu'on peut faire en plein format. Là, on passe à 13 minutes d'enregistrement, sachant qu'on est en LQ, donc c'est la qualité la plus mauvaise, c'est la plus mauvaise 8K possible, et on peut enregistrer que 13 minutes. Ensuite, on va passer à des formats qui peuvent intéresser des gens. Je pense que ce qui peut être assez intéressant, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette caméra plutôt qu'une C300 Mark II ou une C500 Mark II ou plutôt qu'une FX9? Eh bien, c'est extrêmement simple. Moi, je n'achète pas des caméras par rapport à la caméra en elle-même. J'achète les caméras par rapport à leur monture d'objectif. Et alors, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui en parle, qui explique pourquoi cette caméra-là. Et c'est en très grande partie parce que elle a une monture d'objectif Canon RF, qui est une nouvelle monture d'objectif qui est très intéressante et qui permet de monter à peu près n'importe quoi. Vous voyez la taille du capteur, je crois qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est gigantesque. Regardez, si je mets un GH5 à côté, alors qui n'est pas réputé pour avoir un gros capteur, hein, mais voilà, ça c'est le capteur d'un GH5 à côté. Enfin, juste que vous vous rendiez compte. Putain, c'est horrible la mise au point. Merde, pardon. Je suis désolé pour cette qualité-là, c'est abject. Voilà, vous voyez bien qu'il y a une différence de taille de capteur assez énorme. Ouais, donc en gros, c'est le capteur, c'est la monture d'objectif moi qui m'intéressait. Et la Canon RF est une des meilleures montures objectifs actuelles avec la monture Nikon. Donc pourquoi pas une FX9? Parce que c'est une monture Sony qui est une des plus mauvaises montures. Enfin, elle n'est pas mauvaise, mais elle est vieillissante. C'est pas une monture d'objectif qui a de l'avenir selon moi, parce qu'elle est beaucoup trop petite et c'est une monture d'objectif qui a été faite dans la précipitation et on commence à en sentir les limites. Donc il était hors de question que j'achète une caméra avec une monture Sony. Ensuite, C300 Mark II et C500, c'est les Canon EF, qui sont des anciennes montures d'objectifs. Donc quitte à mettre là, j'ai dépensé en tout pour cette caméra et ses accessoires et les optiques, j'ai dépensé 45 000 euros. Donc, quitte à mettre 45 000 euros, je voulais une monture d'objectif qui soit durable dans le temps, ce qui n'est pas le cas de la Canon EF, parce que Canon a annoncé arrêter de faire des optiques pour. Voilà, donc je voulais une caméra avec une monture moderne. Donc, les deux montures d'objectifs qui m'intéressaient, c'était soit la Nikon Z, soit la Canon RF, sauf que la Nikon est très peu utilisée, donc il me restait que la Canon RF. Voilà. Mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube Hugo Press, c'est juste Hugo Press, qui le décrit. Ensuite, donc en Super 30, en 6K 17 neuvième, si on se met à 25 images secondes, hop, on peut enregistrer 1h35. Voilà, avec 660 Go toujours. Hop, si on revient dans le projet et qu'on se met la fréquence maximum qui est 160 fps, on peut enregistrer 14 minutes. On a gagné 1 minute. Tu vas regarder après la live. Bah voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo pour me donner ton avis. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Et à l'époque où j'ai écrit la vidéo, j'avais pas reçu encore la caméra, donc c'était que basé sur des projections que je me faisais. Ensuite, moi, un format que je vais énormément utiliser. Alors, malheureusement, il n'est pas sur le menu, c'est assez chiant. Je ne sais pas si ça peut se paramétrer, peut-être. C'est la 4K. Merde. Ces menus sont terribles.
c'est la 4K, hop, 2 sur 1, parce que cette fréquence, déjà c'est un format que j'aime beaucoup, le 2,4 sur 1, et surtout il permet de monter très 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 haut en FPS, il permet de monter à 300 images secondes, et ça c'est très très cool, et on peut enregistrer dans ce cas-là 22 minutes. Ah putain, j'ai reperdu le focus, quel enfer. Je vous jure, pour les prochains lives, je vais essayer d'améliorer tout ce setup, hein. Là ça ne va pas. Hop. Voilà, on peut monter à 300 images secondes dans cette résolution-là. Et j'ai testé, c'est pas la meilleure 4K du monde. Parce qu'autant la 8K, elle est magnifique. La 6K, je ne l'ai pas testée, mais j'ai vu des tests et apparemment la 6K, elle est excellente. La 4K, par exemple, elle est moins bonne que la 4K d'une C300 Mark II ou que la 4K d'une C500. Donc c'est vraiment juste pour le slow motion, mais c'est pas une 4K qui est faite pour être vraiment utilisée à proprement parler. En tout cas, pour l'utiliser à 25 images secondes, c'est pas forcément très pertinent. On a reperdu le focus, formidable. Et ensuite, alors moi en Super 16, je vais pas l'utiliser. Après, voilà, le format qui est rigolo, c'est la 2K, 2,4 sur 1, qui permet de monter à 600 images secondes. Donc là, ça commence vraiment à avoir du très très beau slow motion en 600 images secondes. Ça commence à être vraiment vraiment marqué. Il y a vraiment le côté slow motion qui est très stylé. Hop. Et là, on peut enregistrer 44 minutes en 600 images secondes, donc ce qui est vraiment cool. Pareil, c'est pas un format qui est hyper clean, c'est pas de la 2K comme une Alexa ou ce genre de choses qui est vraiment magnifique. Là, c'est vraiment de la 2K, je vais pas dire crado, mais voilà, c'est de la 2K faite pour faire du slow motion. On va dire, si vous ne filmez pas en slow motion, ça n'a aucun intérêt. Hop, je suis pas sur le bon endroit. Et après, pareil, le format qui est plus un format créatif, mais qui n'est pas un format qui est vraiment utilisable dans un projet normal, c'est la 4K 8 sur 1, qui a pour intérêt, hop, de pouvoir monter à 1000 images secondes. J'ai testé, c'est très joli, le rendu est vraiment beau. Le truc, c'est que ça fait une barre toute fine, qui n'est pas forcément très simple à utiliser, à part pour un effet créatif. Vraiment, on veut du slow motion et on l'intègre dans notre projet. Mais c'est du 1000 images secondes qui est un peu voilà, qui est pas très très évident à utiliser, mais qui reste en 4K sur la longueur, donc qui a vraiment un rendu qui est très clean, quoi. Voilà. Sachant que, et je vais terminer là-dessus après, parce que je crois qu'après on a fait le tour des menus. Par exemple, là, je me remets dans une résolution classique. Hop, je vais me remettre en 25 images secondes. Un dernier truc intéressant, c'est la qualité du R3D. Donc maintenant, il n'y a plus que 3 qualités, LQ, MQ et HQ. Sachant que, on va dire visuellement, il n'y a pas de différence entre le LQ et le HQ. Par contre, si vous faites du très très gros étalonnage, là, il y aura une différence. Mais si vous faites un étalonnage simple, il n'y aura vraiment pas de différence. Donc en LQ, on avait vu tout à l'heure, on peut enregistrer 53 minutes. Et si vous vous mettez en médium qualité, on passe à 33 minutes. Donc ça divise quasiment par 2. Et si on veut se mettre en HQ, hop, on peut enregistrer 23 minutes. Donc il n'y a pas une énorme différence entre le HQ et le MQ. Mais réellement, hein, j'en ai parlé avec des professionnels de l'étalonnage et tout. En gros, si vous ne faites pas un projet très spécifique, la LQ, donc la low quality, est clairement largement suffisante pour la grande majorité des projets. Voilà. Est-ce que vous avez des questions un peu spécifiques tant qu'on y est? Sachant que là, je vous ai montré donc tous les raccourcis des menus, mais si vous cliquez directement sur menu, vous avez accès à plus d'informations, notamment l'audio et le timecode. Voilà, il y a des trucs en plus. Notamment, alors là, j'ai pas d'objectif, mais il y a un système d'autofocus. C'est la première. Non, il y avait on va dire c'est la première RAID haut de gamme qui a un système d'autofocus qui est franchement pas loin d'être mauvais. Alors, je dis pas qu'on va l'utiliser en suivi sur un Steadicam et tout, mais il y a un système d'autofocus pour par exemple pour un panorama par exemple, ça peut être utile. Voilà. Et là on peut le voir, on en a 84% de batterie alors qu'on n'a pas cliqué sur le bouton REC, hein. Donc autant vous dire que la batterie c'est pas son grand fort. Hop, je vais remettre la caméra en top. Bam.
Hop, on va se refaire notre petit setup et comme ça on va pouvoir en discuter un peu. Hop, si ça vous intéresse. Hop là. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de cette petite caméra que j'ai laissée allumée et regardez, elle souffle toujours. Voilà, c'est vraiment pas du tout une caméra qui est légère. Hein. Enfin, c'est pas une caméra qui est forcément simple à utiliser. Déjà parce qu'elle est vraiment lourde. Donc ça, c'est un premier truc qui est à savoir. C'est vraiment une caméra lourde et qui fait du bruit, comme on peut le voir, qui a pas forcément une très grosse autonomie et qui a besoin d'être. Elle est un peu haute la caméra, non, je parais tout petit. Euh, hop. Ouais, c'est un peu mieux. Euh, et c'est une caméra qui n'est pas forcément. Alors, je vais voir quand j'aurai l'écran. Pareil, là, normalement, d'ici un mois, je devrais recevoir la poignée sur le dessus. Donc, voilà, quand il y aura une poignée, il n'y a pas encore de poignées sur le côté qui sont sorties qui me plaisent. Donc, pour l'instant, j'ai pas acheté de poignée sur le côté. Mais bref, quand elle sera équipée, on verra si en run and gun, elle tient la route ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas une. Je vais essayer, hein, mais je suis pas sûr que partir en randonnée pour aller faire des images avec, ça soit spécialement simple. Surtout que le capteur est pas stabilisé, donc ça veut dire potentiellement trépied, stabilisateur et tout. Donc c'est pas du tout une caméra qui est vraiment adaptée pour partir tout seul. Enfin, je vous déconseille, si vous êtes filmmaker seul, d'avoir ce genre de matos, c'est vraiment une galère. Est-ce que j'ai déjà testé? Alors oui, je l'ai déjà testé. Alors sur des autour de chez moi, je vis vraiment au milieu de la campagne. Donc je suis parti dans la campagne perdue avec mon chien pour filmer les différentes qualités, tout ça. Et est-ce que l'étalo est facile à gérer? Non, non, clairement pas. En fait, moi je suis très habitué à des caméras comme ça qui ont énormément de limitations techniques. Et en fait, toute la qualité de ce que je fais, en fait, je joue énormément avec les limitations techniques des boîtiers. Donc, je joue avec les contrastes parce qu'il n'y a pas beaucoup de plage dynamique, voilà, ce genre de choses. Je voyais un truc dehors qui m'inquiétait, mais en fait non. Euh, donc je jouais beaucoup sur. Je vous dis ce qu'il y avait. En gros, il y a une. À l'endroit où est garé mon camion, il y avait une lumière rouge, genre comme s'il se déplaçait, mais en fait c'est une autre voiture qui est en train de se garer. Voilà. Et au passage, mon camion est en panne. Voilà, c'est un plaisir. Donc oui, je disais, je joue beaucoup sur le contraste pour en fait tirer des défauts de ce genre de boîtier, essayer d'en tirer le maximum de qualité possible. Là, le problème avec la RED, c'est que les limites sont ultra loin. Alors, c'est pas la première fois que j'utilise des caméras RED, mais c'est la première fois que je peux aller si loin avec, parce que là, bah, elle est à moi, donc ça veut dire que je peux la sortir, je peux filmer tout et n'importe quoi avec. Du coup, je peux vraiment expérimenter. Et c'est vrai que va falloir que je revoie complètement ma façon de travailler, parce qu'en fait, les limites sont super loin. Et du coup, ne serait-ce qu'en dynamique, bah, tout de suite, en fait, on a une image qui est facilement toute pâle, qui est pas forcément très plaisante. En fait, il y a trop de choix. Et du coup, il va falloir que je teste vachement de situations avant de vraiment pouvoir en tirer pleine capacité. Pour l'instant, j'ai tendance à dire non, elle n'est pas forcément facile à gérer. Mais potentiellement, dans le futur, je te dirais que c'est plus facile qu'une autre caméra. C'est juste que là, il faut vraiment que je réapprenne à bosser. Euh, Parce que bah, normalement, quand nous, on louait des raids pour des tournages, on avait toute une équipe. Donc en gros, même si moi j'étais réa, donc ça veut dire que j'avais pas spécialement à toucher la caméra et j'avais pas spécialement, je gérais plutôt les intentions, le cadrage, le mouvement de cam, mais c'était pas moi qui l'a réglé. Donc là, d'être confronté à ça et de pour l'instant tout seul faire tous les essais, donc ça veut dire à la fois filmer, la régler, euh, gérer la post-production, l'étalonnage. Voilà, c'est la première fois que je fais tout ça sur une caméra. Euh, donc va falloir que je réapprenne complètement. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant je ne propose pas de prestation à mes clients avec cette caméra. C'est parce que j'estime ne pas encore la maîtriser suffisamment. Et puis en plus j'ai pas reçu tous les accessoires, donc pour l'instant c'est chiant. Euh, Bonne surprise, les rushs ne sont pas si lourds que ça à traiter. Alors j'ai un Mac Pro, hein, voilà, je l'ai pas encore testé sur le Windows là-bas, donc ça je sais pas. Par contre j'ai testé sur le Mac. Si je filme en 8K et que je fais le projet en 8K, j'arrive pas à le lire en temps réel sans proxy quoi. Donc ça c'est chiant, mais après pour l'instant les projets en 8K c'est pas très pertinent. Donc pour l'instant je filme en 8K et je monte les projets en 4K, ce qui me permet d'avoir de la marge de travail. Et là le Mac Pro le lit en temps réel. Donc je peux vraiment monter avec mes projets RedRaw directement. Donc ça c'est vraiment très cool.
et je peux le faire en pleine qualité. Voilà, c'est vraiment très très cool. Donc j'ai le Mac Pro 16 cœurs, j'ai 2 cartes graphiques dedans, j'ai 196 Go de RAM, donc c'est quand même un gros truc. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Voilà, je peux rester encore jusqu'à 18h. Donc si vous avez des questions, on peut rester encore un peu. Puis si vous n'avez pas de questions, bah, ça va être. Eh ben, je vais vous laisser là. Voilà, je regarde s'il n'y a pas de trucs intéressants qui peuvent être dits. Si quand on monte des montures, des objectifs RF, alors là j'en ai pas à portée de main, c'est dans une autre pièce, donc je vais pas aller le chercher. Mais les bagues d'options sont par défaut réglées sur l'ouverture, donc ça c'est très cool. Et tout est paramétrable dans les réglages, donc ça c'est très très cool. Voilà. En attendant de voir, alors là par exemple, elle est allumée du coup depuis une trentaine de minutes, et là elle est vraiment chaude, l'air qui sort ici est vraiment chaud. Et il reste 79% de batterie, donc ça continue à baisser alors qu'on n'a toujours pas cliqué sur le bouton REC. D'ailleurs, on peut peut-être s'amuser. Là, je suis en 8K 25 images secondes, en plein capteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le REC. Hop, regardez, je lance le REC. Hop, donc là, ça devient rouge à l'intérieur. Il y a une petite LED rouge ici, petite LED rouge à l'avant, petite LED rouge sur le côté. Et on va la laisser tourner et on va voir ce qui se passe. Voilà, j'ai 53 minutes d'autonomie, donc je vais rester à règle jusqu'à la fin du live et on regardera à la fin du live si elle a chauffé ou si s'est passé des trucs spécifiquement. J'ai testé la Wi-Fi. Hop, qu'on a ici le petit retour Wi-Fi. Franchement, c'est cool. J'ai pas encore trop cherché parce que l'application est un peu complexe, mais on peut vraiment tout régler. On peut vraiment tout régler et ça c'est très très cool. Juste j'ai pas réussi à me le mettre en full screen sur mon iPad et j'aurais bien aimé, mais franchement ça a l'air plutôt cool. Est-ce qu'on peut la pairer avec un Canon R5? Alors techniquement oui, mais je te le conseille pas plus que ça parce que si tu veux faire matcher tous tes rushs, je vais essayer de remonter un peu la cam parce que c'est un peu trop cramé. Ouais mais là je reparais tout petit. Ouais c'est chiant des webcams. Avec un Canon R5, en fait, le problème du R5, c'est qu'il a. Alors, j'adore le R5, hein, c'est un super appareil photo. Le truc, c'est qu'il n'a pas une super bonne plage dynamique. Et du coup, tu vas être obligé de gérer ton étalonnage sur le R5. Et du coup, tu vas devoir réadapter l'image de la RED, la faire matcher avec l'image du R5. Et du coup, autant avoir deux R5 en fait. Donc, oui, techniquement, c'est possible. Mais c'est pas ultra. Je suis pas sûr que ce soit très pertinent. Moi je suis vraiment partisan d'avoir plusieurs fois la même caméra, donc soit tu le fais en multi Raptor, soit en multi R5, mais matcher les deux je suis pas un grand fan. C'est pour ça que d'ailleurs déjà H5 j'en ai 5, parce que en fait c'est les appareils photo qu'on utilise pour faire des reportages ou de la captation de spectacles, et du coup le fait d'en avoir 5, en fait ça permet de faire du multicaméra avec exactement le même rendu, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, et quand tu as plusieurs caméras de différentes qualités, le problème c'est que tu dois gérer ton étalonnage sur la plus mauvaise qualité, sinon après il y a des différences entre tes rushs et c'est pas beau. Donc techniquement c'est possible. Je pense que même qu'en termes de piqué et en termes de netteté, si tu filmes en 8K et que tu reconvertis en 4K, tu peux même avoir un rendu assez proche, hein, mais juste du coup tu vas éclater toute la dynamique. Parce que l'un des gros vrais avantages de cette caméra, au-delà de la connectique, et du slow motion, c'est qu'elle a une super belle plage dynamique. Ça veut dire que la différence entre les hautes et les basses lumières est ultra éloignée, contrairement à ce que vous avez derrière, hein. Là, vous voyez, là, ici, le mur est cramé. J'ai du mal à montrer. Voilà, là, le mur est cramé. Alors que mon t-shirt, mon pull est quasiment noir quand même. Ma casquette est cramée. Enfin, c'est un enfer. Là, la différence, elle est tellement loin. Là, je peux filmer avec l'éclairage merdique de cette pièce, en l'intérieur. Et il y a la fenêtre en plein jour derrière. Et j'arrive à avoir toutes les infos de ce qu'il y a derrière. C'est incroyable ça. Pareil, c'est pour ça aussi que ça demande à réapprendre complètement à utiliser les caméras. Parce que normalement, c'est pas possible. Normalement, quand il y a une fenêtre, tu es en contre-jour, donc tu dois faire des compromis. Là, beaucoup moins. Et faut tout rapprendre, ça fait du taf. C'est pour ça, là, normalement, donc demain, je reçois une batterie de plus, parce que pour l'instant, j'ai qu'une seule batterie. Et demain, normalement, je reçois l'écran. Voilà, donc pour la régler qui va vraiment faciliter l'utilisation de très très loin. Et ensuite,
Donc déjà, je vais pouvoir plus l'utiliser et là, on va pouvoir commencer à faire des petites prods, quelques petits tests et tout pour vraiment la tester plus en profondeur. Et là, je pourrais vous faire des retours, mais pour l'instant, les peu d'essais que j'ai faits, bah, ça demande du taf. Là, elle filme depuis 4 minutes. C'est ça, 4 minutes. On est à 75% de batterie, donc en 4 minutes, on a perdu 5% de batterie, donc on perd, on perd 1% de batterie par minute en filmant. Donc, bah, du coup, techniquement, on peut filmer, ouais, si je prends le temps de faire des réglages et tout, ouais, elle doit avoir 1 heure d'autonomie, on va dire. Et pour l'instant, elle ne chauffe pas plus qu'à l'arrêt. Alors, l'air qui sort n'est pas plus chaud, par contre, le boîtier commence à chauffer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une boîte complètement en métal, et là, elle commence à chauffer beaucoup, là, vraiment. Ouais, quand je fais ça, ça fait vraiment de l'air bien chaud. Hop. Ah, mais d'ailleurs, c'est intéressant, on peut aller voir dans les menus. Attendez, je vais vous le retrouver. Paramètres système. Indicateur, non, c'est pas là. Réglage statut, c'est pas là. Réglage système, température. Ça, c'est intéressant. J'ai toutes les températures. Hop, je vous montre ça. Voilà, ça, c'est les températures à l'intérieur. Hop. Et les boutons, ils sont où? Ils sont là. Hop, regardez. Et là, il y a pas mal de menus. Et état de la caméra, bon, donc là, il estime que c'est pas mal. Voilà. Bon, voilà, si vous avez quelques... Voilà, je reste encore une petite... Voilà, 5 minutes là, et puis après, je vous laisse. Donc, si vous avez des dernières questions, c'est le moment. J'ai pas encore essayé de le monter sur un Ronin RS2 Pro. C'est le prochain truc que je vais essayer, je pense. Je vais mettre un objectif un peu léger. Et je vais essayer de la monter parce que sa taille, normalement, je pense qu'elle passe. Hein. Alors, ça doit être très lourd à porter. Mais ouais, on va tester ça. Ça peut être plutôt cool. Ça peut être plutôt cool. Je vais continuer à la faire rec. Hein. Hop. Sinon, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre de cage. Je le disais tout à l'heure. Il y a énormément de pas de vis partout. Donc, il y a les pas de vis là. Il y en a dessus, il y en a pas mal aussi. Donc, vraiment, pour l'accessoiriser, ça c'est trop cool de ne pas avoir besoin de rajouter des cages. Parce que bah, le GH5, il est cool. Hein. Mais là, il y a une cage dessus. Et voilà, il y a une cage pour avoir des attaches possibles. Et ben mine de rien, ça l'agrandit vraiment beaucoup et surtout ça l'alourdit de malade. Et du coup, bah, on est obligé de l'accessoiriser parce que bah, sinon on peut pas l'utiliser correctement. Et ça, c'est vraiment pénible. Donc, d'avoir une caméra qui livrée et fonctionnelle, c'est vraiment cool. Ouais, il commence à bien chauffer là. On a 73% de batterie. Et ouais, commence à vraiment bien chauffer. Même le dessous commence à être chaud. Bon, après, ça c'est une RAID. Hein. Là, je filme en 8K, donc bah, faut pas s'étonner non plus. Par contre, le niveau sonore n'a pas augmenté. Hein, je peux vous le remontrer. Je sais pas si vous entendez bien le son, mais en tout cas, ça n'a pas trop augmenté. Ok, bon, bah, hop, sur ce que je vois, hop, je vais juste couper le rec. Voilà. Et je vous montre juste le système de formatage. Hop, donc on clique sur média. Et en fait, c'est ultra simple. Alors, c'est flou forcément. Allez, voilà. Tu fais formatage sécurisé. Tu peux donner plein de noms d'informations. Hop, formatage. Et oui. Et qu'est-ce qu'il me dit là? Voilà, il me dit qu'il y a 5 clips, machin. Hop, et là je fais OK. Et là ça lance le formatage. Voilà, c'est pas l'appareil le plus rapide pour formater, hein, mais bon, ça fonctionne quand même. Ouais, vous avez vu, c'est quand même pas rapide. Voilà. Et là c'est bon. Ok, ben en tout cas, merci d'avoir suivi ce petit live. Hein, c'était plutôt cool. Le setup live marche et ça, c'est extrêmement plaisant. Voilà, donc on va pouvoir faire des lives plus souvent et plus facilement parce qu'avant, pourquoi je faisais des lives beaucoup à une époque et j'avais arrêté, c'est parce que à chaque live, il fallait au minimum du minimum une demi-heure juste de montage technique et quasiment le même temps de démontage. C'est-à-dire que pour un live d'1 heure, en fait, ça me prenait 2 heures et même pas pour créer du contenu, c'était vraiment juste du montage et des montages bêtes. Là, je me suis installé un ordinateur, un écran, une webcam, une lumière, tout ça, le micro, le système son et tout fixe. Ce qui fait que, en gros, je peux lancer un live en littéralement 3 minutes. Donc ça, c'est très cool. Et quand j'ai fini, j'ai juste à finir. Donc je pourrais faire des lives plus souvent. Donc ça, c'est très cool. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez, si vous voulez avoir des réponses sur la V-Raptor dans les commentaires de cette vidéo. Ou surtout, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle... Comment elle s'appelle cette vidéo
attendez, vos vidéos, je suis en train de regarder, qui s'appelle simplement j'ai commandé une Red Raptor, dans lequel je donne déjà pas mal d'informations, donc n'hésitez pas à aller me poser des questions aussi dans les commentaires de cette vidéo-là. Et en parallèle de ça, alors ça sortira dans plusieurs mois, je vous prépare une vidéo test complète de la V-Raptor. Alors ça arrivera dans longtemps parce que c'est des caméras qui ne se testent pas en 3 semaines. C'est vraiment des caméras qui se testent sur le long terme et c'est au bout des fois même de plusieurs années qu'on peut vraiment bien les connaître et les maîtriser. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pas des caméras que vous allez voir tout de suite faire des films. La Monstro, qui était la caméra précédente de Red, il lui a fallu pas mal de temps avant qu'elle soit vraiment utilisée pour des grosses prods. Et il continuait à utiliser les Reds d'avant parce que il les connaissait. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était vraiment cool. En plus elle est jolie. Voilà, on n'en a pas parlé, mais elle est vraiment très jolie. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce live, c'était vraiment cool. Je suis content de pouvoir reprendre les lives dans des meilleures conditions parce que peut-être que pour vous, vous voyez pas trop la différence, mais vraiment pour moi, il y a un énorme changement avec ce setup-là qui fait que ça a été rapide. C'est vraiment, ça a été très rapide à mettre en place. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour un prochain live et normalement on se retrouve mardi soir si je dis pas de bêtises ou mercredi au plus tard pour une prochaine vidéo qui va être plutôt cool où je vous raconte comment j'ai filmé un événement qui était assez cool. Donc on se retrouve normalement mardi ou mercredi sur la chaîne principale. Pour ça, je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Allez, salut!